Bonjour à tous et bienvenue sur les chaînes parlementaires pour Parlement Hebdo. 45 minutes d'actualité politique et parlementaire avec Céline Bittner. Bonjour Céline. Bonjour Mickaël. Et dans l'actualité cette semaine, le traité budgétaire européen examiné et voté par l'Assemblée et le Sénat. Pas ou peu de suspense, si ce n'est le nombre de votes contre dans les rangs du Parti socialiste. Au total, 20 députés et 3 sénateurs n'ont pas voté en faveur de ce texte. La polémique de la semaine, on la doit à Jean-François Copé en pleine campagne pour la présidence de l'UMP. L'affaire dite du pain au chocolat secoue la droite. Entre tenants d'une ligne forte et décomplexée, celle du large rassemblement que prône François Fillon, les deux camps s'affrontent. Enfin, nous parlerons de cette future loi qui crée aussi des remous à droite, le mariage pour tous. Fronde des maires UMP qui ne veulent pas célébrer ces mariages. Ils évoquent un droit de conscience, un droit de retrait et préfèrent déléguer à leurs adjoints. Réaction à droite comme à gauche. À suivre dans notre émission. Et avec nous pour commenter l'actualité de la semaine, Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de l'Essonne, président de Debout la République. Vous êtes l'autre Nicolas de l'élection présidentielle, mais pas de second tour pour vous, mais une 7e place dans cette course à l'Elysée. Alors vous avez obtenu 1,8% des suffrages, c'est moins bien que les Verts, mais c'est mieux que Philippe Poutou. Alors il paraît qu'on ne doit pas vous qualifier de souverainiste, vous trouvez ça réducteur, mais plutôt de gaulliste social. En tout cas, votre cheval de bataille, c'est la sortie de l'euro et le patriotisme tranquille, c'est vous qui le dites. Et pour compléter ce portrait, regardez ce que pensent les députés, vos collègues à l'Assemblée nationale, regardez ce qu'ils pensent de vous. Il a la qualité de la pugnacité, il s'accroche à ses idées, il essaie de les faire partager, c'est déjà à saluer. Il est intelligent, il est travailleur, il a une relation à sa circonscription qui est tout à fait exceptionnelle, il est réélu dans des conditions extrêmement brillantes. J'apprécie la force de ses convictions et son courage et j'ai pour lui l'estime et l'amitié qu'ont les combattants pour les autres combattants. Et il suit sa ligne, je pense que c'est effectivement une qualité. Un défaut, c'est de combattre seul comme nous le faisons. Sa volonté d'avoir raison contre tous les autres ou d'être celui qui veut prêcher dans une forme d'isolement politique qui n'est jamais bonne. Je crois que c'est quelqu'un qui est sincère, encore une fois, qui est peut-être un peu imbu de lui-même. Pourquoi imbu de lui-même ? Parce qu'il pense avoir la vérité. Et en politique, il faut toujours affronter les avis des autres. Par défaut, il n'aurait pas dû partir de l'UMP. Alors Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes un homme seul, trop seul. Mais j'ai pas le sentiment de me sentir seul, je vais vous dire. Je vais vous surprendre. D'abord, j'ai eu quand même 700 000 voix à la présidentielle. On m'avait dit que j'aurais 0,5%. Si les sondages négatifs avaient existé, on m'aurait dit moins. Bon. Ensuite, il y a un phénomène avant, mais depuis la présidentielle très vrai, c'est qu'on a beaucoup de ralliements de Français, de gens très différents, qui souvent n'ont jamais eu d'engagement politique et qui ont compris, eux, ce que je proposais. C'est-à-dire ce patriotisme républicain, ce qui manque terriblement, à mon avis, à la vie politique. Et quand je vois le nombre de personnes qui nous rejoignent en ce moment, de tous horizons, de tous métiers, de toute origine, je me dis qu'on est en train de bâtir quelque chose de neuf. Mais vous avez entendu ces députés, ils disent qu'ils n'auraient pas dû partir de l'UMP. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que je crois que justement les Français n'en peuvent plus des contorsionnistes. Ce que j'appelle des contorsionnistes, ce sont des gens qui défendent une idée en public et qui appartiennent à des groupes politiques qui font exactement l'inverse, qui votent l'inverse. Et je crois que s'il y a un tel désaveu de la chose publique dans notre pays, c'est parce que les Français n'en peuvent plus de ces hommes politiques qui ne sont pas cohérents. On va passer, vous connaissez le principe de notre émission, on va dérouler toute l'actualité de la semaine et on commence évidemment par le lundi. La police démantèle un réseau islamiste. Un vaste coup de filet dans les réseaux de l'islamisme radical, une cellule terroriste démantelée par les services de renseignement et de la police, des plus dangereux depuis 1996, dit même le procureur de la police et le procureur de Paris. Ce qui frappe, bien sûr, ce sont leurs profils de plus en plus jeunes et souvent passés par la prison. Les explications de Jérôme Rabier. Depuis l'affaire Mohamed Merah, c'est la hantise des services de renseignement français. Des jeunes bien intégrés, nés en France et qui basculent dans la radicalité. Des profils difficiles à détecter. Ces investigations ont permis de mettre à jour un réseau, je dirais quasiment une cellule. Toutes ces personnes
né en France et de nationalité française sont en lien avec la mouvance radicale islamiste. Une cellule démantelée à la suite d'interpellations à Strasbourg, Cannes et en banlieue parisienne. Interpellations au cours desquelles le leader présumé, Jérémy Louis Sidney, a été tué, une arme à la main. On le voit ici dans une vidéo postée sur Internet. C'était le plus âgé, il avait 33 ans. Les autres membres sont tous des jeunes âgés de 18 à 25 ans, la plupart convertis sur le tard à l'islam. On a affaire, y compris là, à des jeunes convertis qui vivaient dans certaines conditions, défragmentation du lien social, dislocation des liens familiaux, perte de repères. Les nouveaux convertis sont généralement plus facilement, quelles que soient les confessions, les religions, plus facilement radicaux. Radicalisation qui s'est opérée sur des forums sur le net, dans des lieux de prière auprès d'imams intégristes ou en prison. Un terrorisme à la française, né en France, souvent en banlieue, alimenté puis entretenu par un antisémitisme primaire, mais aussi par le rejet de l'Occident. Alors Nicolas Dupont-Aignan, on l'a vu dans ce sujet, ce qui change bien sûr, c'est aussi ce profil, ils sont de plus en plus jeunes, mais souvent passés par la prison et radicalisés par la prison. Est-ce que nos prisons sont malades aujourd'hui? D'abord, je voudrais saluer les forces de l'ordre, parce qu'il est bon souvent de les critiquer, il y en a beaucoup qui les critiquent, mais moi, je voudrais dire que quand on donne des moyens à la police, on s'aperçoit que la police est efficace. Et il faut saluer ces femmes et ces hommes qui ont pris le risque de se faire tuer, on l'oublie trop souvent. Ensuite, sur la prison, mais c'est parce que la prison n'est pas tenue en France. Je voyais hier des syndicalistes de prison qui me racontaient des choses ahurissantes. Ils font des signalements, mais en prison comme ailleurs dans notre pays, c'est surtout pas de vagues. On a laissé tomber les gardiens de prison, on a réduit les effectifs, on n'a pas construit assez de prisons, ce qui fait que les prisons ne sont pas bien gérées. Mais bien évidemment... Est-ce que les moyens peuvent changer simplement écoutez, le fait de radicaliser quelqu'un en prison? Écoutez, quand un gardien de prison me disait hier qu'il y a un détenu pour 100 prisonniers et qu'on leur demande de repérer des radicaux, quand ils signalent des radicaux islamistes en prison, et quand certains islamistes radicaux en prison ne veulent pas parler et ne veulent pas être gardés par une femme et que la hiérarchie policière cède, et la hiérarchie pénitentiaire, ça veut dire qu'il y a un vrai problème de laisser aller de l'État et de la République. Et si on avait été plus ferme dans notre pays, on n'aurait pas ces phénomènes. Si on avait par exemple... C'est-à-dire plus de fermeté. Vous êtes vous-même, hein, vous êtes maire de banlieue. Est-ce que vous observez des jeunes musulmans nés en France qui se radicalisent de plus en plus? J'ai observé des volontés de certains extrémistes de s'emparer d'associations, notamment musulmanes. Et c'est là où nous devons conforter les Français qui pratiquent la religion musulmane de manière tolérante. Nous devons les conforter, l'État doit les conforter, et en revanche, l'État doit expulser beaucoup plus fréquemment les imams qui prêchent des discours de haine. Je demande une mesure simple, que le français soit la langue des prêches pour toutes les religions d'ailleurs, et notamment dans les mosquées. Je demande qu'on arrête le financement étranger des mosquées. Je demande qu'on forme en France, par une formation organisée par l'État, les imams. Tant qu'on n'organisera pas l'islam de France et qu'on ne coupera pas le lien avec des puissances étrangères, on n'y arrivera pas. Et ça veut dire un changement radical de vision des choses. Allez, on avance lundi. Toujours jamais un pain au chocolat n'aura autant fait parler. Jean-François Copé a créé une nouvelle polémique après celle sur le racisme anti-blanc. Le prétendant à la tête de l'UMP a évoqué l'arrachage de pain au chocolat par, je cite, des voyous sous prétexte de Ramadan. Il s'est attiré une volée de critiques entre ironie et indignation. Marion Lefebvre. Pas de doute, la bataille de l'UMP s'est bel et bien déplacée sur le terrain idéologique. Une nouvelle fois, les propos de Jean-François Copé suscitent la polémique. Il est des quartiers où je peux comprendre l'exaspération de certains de nos compatriotes, pères ou mères de famille rentrant du travail le soir, apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent qu'on ne mange pas pendant le Ramadan. C'était vendredi lors d'un meeting à Draguignan dans le Var. Jean-François Copé place la barre très à droite et l'assume. Une droite, dit-il, décomplexée. Vive critique à gauche, mais aussi à droite. Le camp Fillon prend ouvertement ses distances. Il est en train de se passer ce que
pardon, je redoutais, c'est-à-dire que la logique des campagnes électorales fait qu'on cherche à se distinguer de son partenaire, de son adversaire, et qu'on est conduit à durcir le ton. Et ça, je crois que ça ne va pas dans la bonne direction. Pour François Baroin, c'est même une erreur d'analyse. Des petites phrases toxiques et dangereuses, rappelant que l'UMP refuse tous les extrémismes. Fallait-il s'engager sur ce terrain-là dans la campagne pour la direction de l'UMP? Éric Ciotti s'interroge. Est-ce qu'il faut parler que de ça durant une campagne pour la présidence de l'UMP qui a vocation à choisir le chef de l'opposition et donc à conduire l'alternance pour notre pays? C'est une autre question, chacun son style. Moi, je préfère aux paroles fortes les actes forts. Et discours qui rassemblent ou discours minoritaires, les militants UMP trancheront le 18 novembre prochain lorsqu'ils désigneront le futur président de l'UMP. Ça va ? Le racisme anti-blanc, ses propos sur les pains au chocolat, ce sont des thèmes du Front National. Est-ce que Jean-François Copé, selon vous, a raison de reprendre ces thèmes-là, de droitiser son discours? Ce qui m'agace, c'est qu'on va parler que de ça, mais parlons du fond des choses. Jean-François Copé a raison de décrire ce qui se passe dans nos banlieues. Et j'entendais votre reportage en disant très à droite, mais c'est pas une question de droite et de gauche. Moi, j'ai des gens de gauche qui sont horrifiés de ce qui se passe, de cette pression de certains extrémistes musulmans qui déconsidèrent la religion musulmane dans notre pays. Et le dire, tout de suite, c'est le drame. Mais il a raison. Mais il existe. Mais écoutez, c'est pas une question de Front National. C'est la question de la réalité de ce qui se passe dans notre pays parce que la République a été faible. On peut être de gauche, du centre, de droite, d'extrême droite pour constater des choses. En revanche, où je suis un peu en désaccord avec Jean-François Copé, c'est qu'il a quand même gouverné pendant 10 ans et que c'est le bilan d'une faiblesse de l'État et de la République depuis 20 ans, gauche-droite confondue. Et que la question n'est pas tant de décrire ce qui se passe que de trouver les moyens pour réconcilier les Français, c'est-à-dire, quelle que soit la couleur de sa peau, son origine et sa religion, ceux qui respectent la République doivent faire partie d'un beau projet national. Et c'est là où je diverge de Jean-François Copé, comme des autres, parce qu'en vérité, Copé-Fillon, c'est la même chose, ils n'ont pas de projet national. Nicolas Tant que vous n'aurez pas un grand projet national pour la France, vous ne pourrez pas réconcilier les Français et vous sombrerez dans des polémiques. Nicolas Dupont-Aignan, juste pour revenir sur cela, Copé-Fillon, c'est pareil. Là, vous avez plutôt l'impression qu'il y a un discours décomplexé, comme le dit Jean-François Copé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce discours? J'imagine que vous n'êtes pas vraiment Fillon, mais plutôt Copé dans ces cas-là. Pendant 5 ans, sous Sarkozy, il y a eu un discours avec des choses vraies, mais il n'y a jamais eu les actes concordants. Il a supprimé des places de prison, il a supprimé des places de policiers, pardon, il a voulu augmenter les places de prison, mais ça ne s'est pas fait vraiment. Supprimer des places de gendarmes, des postes de gendarmes. Il n'y a jamais eu de suite. La loi Dati est une loi de laxisme judiciaire ahurissante. Donc, moi, je m'en fous du discours, pardonnez-moi d'être un peu vulgaire. Je veux... du cœur, c'est ça. Mais oui, parce que je suis élu de banlieue. J'ai vu l'État affaibli. Je veux une république, debout, c'est le titre de mon mouvement, mais je veux une république qui à la fois rassemble les Français, mais qui soit capable de prendre des décisions. Or, Copé, Fillon, Ayrault, Hollande font partie de cette caste politique qui, depuis 20 ans, ont abîmé la République, ont signé notamment des accords européens qui ont supprimé les frontières. Qui a fait la double peine, a supprimé la double peine, c'est-à-dire, en France avant, on pouvait expulser les étrangers délinquants. Qui a supprimé? C'est Sarkozy. Si je reviens juste donc sur le fond de la politique de l'UMP. Ils courent derrière des phénomènes, en fait, tous. Ils ont un discours politique qui s'explique par des sondages, par du ressenti, par de la sincérité. Et puis, il y a la pratique qui est une pratique d'abandon. Moi, je veux moins de discours et plus d'actes. Et le tout dans la sérénité. Et là, vous verrez que vous arriverez à réconcilier les Français, quelles que soient leurs couleurs et leurs origines, et leur religion. Mais en étant ferme. Allez, on passe à mardi. Le gouvernement pousse un ouf de soulagement. Il peut tourner la page du traité européen. Les voix de la gauche ont finalement suffi à faire adopter le pacte budgétaire européen. Le gouvernement n'a pas eu besoin de la droite, même si les socialistes n'ont pas fait le carton plein. Malgré les pressions, 20 députés PS n'ont pas cédé aux sirènes de leur parti et ont voté contre. Les explications d'Ahmed Tazir. Pour 477,
contre 70, l'Assemblée nationale a adopté. Adopter le traité budgétaire européen. C'est la fin d'un vrai faux suspense, puisqu'une grande partie de la gauche majoritaire et une grande partie de l'opposition avaient indiqué qu'elles allaient voter pour. Toute la question était de savoir avec quelle voix le traité serait adopté et si l'apport de la droite serait décisif. La réponse est donnée par le Premier ministre en personne à l'Assemblée nationale. Laissez passer le Premier ministre. Une conférence de presse annoncée à la dernière minute et un chef du gouvernement plutôt satisfait. Ce qui s'est passé aussi et qui est très important pour le gouvernement, c'est qu'une majorité de gauche à l'Assemblée nationale s'est prononcée favorablement. Au Parti socialiste, 20 députés ont voté contre. Le traité est ratifié, il rentre dans le rang. Ma position était quand même assez claire depuis le début. À l'UMP, même si on a appelé à voter pour le traité, c'est quand même Nicolas Sarkozy qui l'a négocié, on ironie sur la méthode du gouvernement. Christian Jacob en est convaincu. Jean-Marc Ayrault aurait mis un pistolet sur la tempe des députés PS pour qu'ils votent le texte. Le Premier ministre est à ce point affaibli qu'il en est obligé d'appeler individuellement parlementaire après parlementaire. Ça laisse mal augurer pour eux des semaines qui viennent. Le texte prévoit la réduction drastique et contrainte du déficit public avec l'instauration d'une règle d'or. Le déficit public structurel ne doit pas dépasser les 0,5% de la richesse du pays. Autre interdiction, la dette du pays doit être inférieure à 60% du produit intérieur brut. La fin de la souveraineté du Parlement en matière budgétaire pour les députés du Front de gauche, écologistes ou souverainistes qui ont voté contre. Pour rassurer les partisans du non, le gouvernement le répète en boucle. Le traité budgétaire n'est qu'une étape. Ce qui compte, ce sont les prochaines. Alors vous prédisiez qu'avec l'adoption du traité budgétaire européen, la France perde sa souveraineté, son indépendance budgétaire, et donc que l'Assemblée nationale devienne un musée. Depuis mardi, vous êtes quoi, un conservateur, un archiviste de musée, c'est ça ? Je pense que les députés ont applaudi leur suicide politique. Et ce faisant, c'est beaucoup plus grave ce qui s'est produit. C'est les Français qui perdent le pouvoir budgétaire et le pouvoir fiscal. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans quelques mois, nous aurons des commissaires non élus de Bruxelles qui viendront dicter leurs lois au peuple français. Parce que ce qui est tragique dans cette affaire, c'est que dans l'indifférence générale, nos collègues ont voté un texte qu'ils n'ont pas lu. Dans l'indifférence générale, ils ont abandonné le pouvoir qui est à l'origine de la naissance du Parlement. Et ce faisant, ils n'auront même pas de bons résultats. Mais moi, je vais vous lire une phrase. Et après, je vais vous poser une colle. Vous avez trouvé la phrase dans le Canard enchaîné d'hier. Ce traité est une illusion, mais c'est aussi un risque. Celui de devoir faire dans quelques mois ou dans quelques années, après des efforts parfois insupportables pour les Européens, le constat de l'échec et de l'impuissance. Qui a dit cela? À votre avis? Je vous pose la question. François Hollande, dans son discours prononcé à Paris le 17 mars. Et alors, ça change quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire Mais par il rapport à avait ça? totalement raison. Et Ce traité, c'est un renoncement de la part de François Hollande, c'est ça? Mais c'est pire qu'un renoncement. Si la bonne gestion, soyons clairs, moi j'ai désendetté ma ville de moitié en 15 ans, donc la bonne gestion, je connais. La bonne gestion, il la faut. Mais là, c'est pas de la bonne gestion. On fait croire qu'on va bien gérer le pays parce qu'on va confier le pouvoir à des gens non élus. Mais ces gens non élus de Bruxelles, depuis 20 ans, mènent une politique suicidaire pour l'Europe et sont en train d'appuyer sur le frein dans tous les pays au point de créer une récession qui va aboutir à avoir encore plus de déficit et de dette à la fin de l'année. Donc, non seulement on abandonne notre pouvoir, mais on le donne à des gens incompétents qui vont créer le chaos économique et social. Eh bien, moi, je vous dis, je suis fier d'avoir voté contre avec 70, dont une vingtaine, plus de 20 à droite, notamment à l'UMP. Ouais. Ce qui veut dire que les choses changent, parce que les gens ont de la raison, ils réfléchissent. Si je vous dis que le prix Nobel de la paix était attribué à l'Union européenne, je vous surprends ou pas? Oui, parce que c'est une plaisanterie. À l'idée européenne, pourquoi pas? Parce que l'idée européenne, qu'on soit clair entre nous, parce qu'on me présente toujours l'anti-européen, pas du tout. L'Europe, c'est l'idéal de réconciliation après la Seconde Guerre mondiale, et c'est une idée magnifique. Magnifique. Mais cette Europe-là, elle est totalement trahie par le pouvoir qu'on a donné à des irresponsables qui sont en train de créer la réplique de la crise de 29 en Europe, qui, je vous le rappelle, en Allemagne a amené Hitler, a amené la guerre. Donc aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe en Grèce, en Espagne, quand vous voyez les conflits qu'il y a, qui montent entre les pays d'Europe, donner le prix Nobel de la paix à l'Union européenne, c'est un contresens total.
Parce qu'aujourd'hui, la politique de l'Union européenne qui crée la misère en Europe est en train de nous préparer des lendemains très durs. Et donc moi, je demande une autre Europe. C'est-à-dire qu'on change radicalement le fonctionnement de l'Europe. Et pour ça, il ne faut pas avoir des députés. On va dire que je suis des députés comme des moutons qui vont voter un texte suicidaire. Mais c'est absurde ce qu'ils ont fait. Alors les députés ont voté, mais vous savez qu'au Sénat aussi, l'examen et le vote. J'espère qu'ils résisteront un peu plus. Et écoutez, ces quelques sénateurs à la tribune, c'était lors du vote sur le traité. Écoutez. Ne comptez pas sur nous. Cette ratification, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, est à nos yeux une faute politique. Oui, une faute. Vous avez été élus pour conduire le changement, non pas pour emprunter les pas du sarkozysme. Le gouvernement considère que c'est un mal nécessaire de ratifier maintenant ce traité. Nous considérons que c'est un mal qui n'est pas nécessaire, qui est même très encombrant et qui va extrêmement compliquer la tâche dans les mois à venir pour l'action gouvernementale. Vous ne serez pas surpris, Monsieur le Ministre, que le vote auquel j'appelle soit non pas, bien entendu, un vote de confiance, parce que de ce côté-ci, nous ne partageons pas le chemin, mais un vote de continuité, car il faut assumer la continuité de l'État. Ah, vous voyez, il y a des pour, il y a des contre, et pas forcément sur les bancs auxquels on s'attend. On a entendu Jean-Vincent Placé pour les Verts, mais sur le fond, cette fois, il n'y aura pas de règle d'or dans la Constitution. C'est aussi ce que vous réclamiez, donc plus de souveraineté. Est-ce que c'est la loi organique? Mais le problème et de cette loi fond, organique, elle a été votée avec un petit peu plus de voix que prévu. Je lisais ce matin dans un grand journal, Madame Lagarde, on va pas dire qu'on est d'accord, responsable du FMI, qui disait que ces objectifs n'ont aucun sens. Le continent européen est en train de s'enfoncer dans la crise. Nous avons le record de faillite. Nous aurons, d'après les économistes sérieux, qui ne sont pas pour moi, 600 000 chômeurs de plus dans un an. Le déficit de la France dans un an ne sera pas de 3%, il sera de 4 ou 5%. Nous sommes en train d'aller dans une déroute économique. Et tout le monde dit mais il faut changer de politique. Et notamment, il faut comprendre que la dette, et j'insiste là-dessus, pour ceux qui nous écoutent, la dette, les déficits, ils ne sont pas liés à l'excès de dépenses. Certes, il y a des dépenses à réduire, bien sûr, mais ils sont liés surtout à l'effondrement des recettes liées aux délocalisations. Donc tant que vous ne traiterez pas la fuite des emplois à l'étranger, 1 million d'emplois industriels perdus en 10 ans, 500 000 devant nous qui vont partir, des pertes de savoir-faire, tant que vous ne traiterez pas la cause des délocalisations, vous ne traiterez pas la cause des déficits. Et voilà pourquoi je propose des choses concrètes. Je l'ai fait pendant la présidentielle. Diminution de moitié de l'impôt sur les sociétés pour les investissements en France. Ça, c'est concret. Sortie de l'euro. Barrière douanière quand on ne respecte pas les normes européennes. J'ai proposé des choses. Tout ça, c'était pendant la campagne présidentielle. Aujourd'hui, il y a un gouvernement. Vous estimez que le gouvernement, aujourd'hui, n'applique pas les bonnes recettes? C'est ça que vous voulez dire? Bien évidemment, le gouvernement réduit toutes les dépenses, dont les dépenses d'investissement, ce qui est suicidaire. Il faut mieux gérer. Il faut plus de relance, c'est ça? Il faut relancer l'économie? Il faut bien gérer et réduire les dépenses excessives. Il y en a. 10 milliards qu'on donne, par exemple, à l'Union européenne en pure perte de déficit. Il y a du gaspillage, même dans l'organisation. On est d'accord. Voilà. Il y en a. Il faut les réduire. Mais il faut parallèlement créer de la compétitivité, baisser les charges des entreprises, créer de la richesse dans notre pays et inciter les entreprises à relocaliser leurs investissements. Et pour ça, il faut sortir de cette monnaie qui nous enfonce, qu'est l'euro. Il faut contrôler les produits qui arrivent au Havre. Est-ce que vous savez, je vous donne un exemple très concret, que 20% des produits qu'il y a dans les containers qui viennent de Chine ne respectent pas les normes européennes. C'est-à-dire qu'on pourrait les refouler, mais on ne fait rien. Il faut baisser les charges des PME. Ça veut dire qu'il faut d'un côté bien gérer nos dépenses, bien sûr, mais il faut créer de la compétitivité, de l'emploi en France. Sinon, on finira comme la Grèce et comme l'Espagne. J'insiste. J'insiste parce que vraiment, les dirigeants d'aujourd'hui sont totalement incompétents. Et qu'ils soient UMP, PS là-dessus. Il faut changer. Alors le non-cumul des mandats, voilà un débat en tout cas qui enflamme députés et sénateurs. La commission présidée par Lionel Jospin poursuit son travail autour de la rénovation de la vie publique. L'ancien Premier ministre a un tout petit peu levé le voile sur ce dossier, même s'il ne faut pas pour l'heure en tirer aucune conclusion. Le point d'étape avec Marie Brémaud.
Lionel Jospin a voulu garder une part de mystère sur les propositions finales de la commission de rénovation et de déontologie. Mais une chose semble aujourd'hui certaine, l'étau se resserre autour des parlementaires. La commission préconise une limitation étroite du cumul des mandats. Nous n'envisageons pas a priori d'opérer des distinctions entre les députés et les sénateurs. Pas d'exception pour la Haute Assemblée alors que de nombreux sénateurs la demandent, y compris à gauche. Les membres de la commission s'attaquent également au système de parrainage en vigueur pour les candidats à l'élection présidentielle, même si pour l'heure, rien n'est encore tranché. L'option d'un parrainage citoyen est sur la table. Mais il peut y avoir aussi une option, on va dire, mixte, dans laquelle les partis politiques jouent un rôle plus grand. Autre chantier, la modification des modes de scrutin pour les élections législatives et sénatoriales. Notamment pour favoriser l'expression de la diversité des courants politiques et la parité. Reste à savoir si ces propositions auront par la suite des répercussions concrètes dans la vie politique française. Les recommandations il y a quelques années de la commission Balladur sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions sont restées lettres mortes. Alors vous êtes député, vous êtes maire, vous choisissez quoi entre les deux? Eh bien, je vais vous dire ce qui me choque. C'est qu'on puisse être député et avocat d'affaires. Ça gêne personne. Et ça gêne pas M. Jospin. Il y a eu des polémiques quand même avec Jean-François Copé. On veut interdire à des maires de petites villes comme la mienne d'être députés, mais on autorise des députés à être avocats d'affaires. Ça montre bien que l'objet, c'est de déraciner les élus. C'est ça l'objectif. Non, ça ne permet pas quand même qu'une nouvelle génération de politiques puisse émerger. Vous savez que si je n'étais pas maire, je ne serais plus député. Parce que les apparatchiks des partis m'auraient rayé de la liste. En vérité, on a plus de poids quand on est député que maire. En vérité, les grands partis, les partis hors sol, des personnalités qui ont toujours été battues. C'est-à-dire, d'ailleurs, en regardant, je m'amusais, je me disais, on devrait faire une commission de tous ceux qui ont échoué dans la vie politique, qui ont perdu toutes les élections, Jospin et les autres, qui ont si mal gouverné que la France est dans cet état-là. Moi, je trouve qu'on devrait les mettre tous ensemble et qu'ils nous disent ce qu'il faut faire. C'est quand même extraordinaire. Il n'y a qu'en France où vous prenez les recalés de tout pour nous donner des conseils. Vous choisissez quoi? Vous êtes obligé de choisir. Donc, moi, je vous dis qu'il faut interdire le cumul de rémunération. C'est ce que je propose. Parce que ça ne doit pas être une question d'argent. Pourquoi pas mettre une limite pour les grandes villes, c'est-à-dire 200 000, 300 000 habitants, et pour le reste, laissons les députés et un statut de l'élu, et laissons les députés maires. Parce que c'est la richesse de notre vie locale. Et je crois que cette mesure est un espèce de totem, et que si vous consultez les Français, vous verrez que si on leur dit dans un sondage « Est-ce que vous êtes contre le cumul ?» Ils disent « Oui, bien sûr », mais quand vous voyez les électeurs, eh bien, ils sont contents d'avoir des élus locaux enracinés qui siègent au Parlement. Nicolas Dupont-Aignan, je m'excuse, j'insiste encore une fois. Mais si la loi, parce que je n'ai pas envie de choisir, mais je suis profondément attaché à mon mandat de maire qui m'enracine dans la vie, et je trouve que je suis peut-être différent politiquement parce que je suis maire de banlieue, et je suis profondément attaché à mon rôle législatif. En revanche, je pense qu'il faut interdire le cumul des rémunérations, car s'il y en a qui font ça pour l'argent, il faut l'éradiquer. Donc on verra quand la loi sera votée, mais vous devrez faire un choix. Si elle est votée, c'est vous voilà. qui... Mais il y aura une énième commission avec le futur Premier ministre qui aura échoué, et on les mettra tous ensemble. Allez, on avance, Nicolas Dupont-Aignan. On va passer au mercredi à l'Assemblée nationale. On parle gros sous et sécurité sociale. Les députés planchent sur le projet de loi de finances pour la sécurité sociale pour 2013. Là aussi, l'objectif, bien sûr, est de réduire les déficits. Pour cela, le gouvernement a déjà quelques pistes. Des explications d'Elisa Bertolomé. Après les 30 milliards d'euros du budget 2013, le gouvernement doit encore trouver 4 à 5 milliards pour financer la sécurité sociale. Là encore, les ménages et les entreprises vont être mis à contribution via de nouveaux prélèvements. Par exemple, la hausse du prix du tabac, en œuvre dès aujourd'hui, devrait rapporter 300 millions d'euros. L'augmentation des taxes sur les bières fera rentrer 480 millions d'euros. Des mesures qui concernent l'ensemble de la population. Autant il est souhaitable en matière de fiscalité que seuls ne soient concernés les foyers qui peuvent contribuer davantage, autant
en matière de prévention et de santé publique, il est souhaitable que tous nos concitoyens soient concernés. Imaginez le scandale qui consisterait à n'envisager des progrès de santé publique que pour les plus aisés d'entre nous, ce serait incompréhensible. Malgré les déclarations de Jean-Marc Ayrault assurant que 90% des Français ne paieront pas d'impôts supplémentaires, de nouvelles catégories de population sont appelées à contribuer. Un prélèvement supplémentaire de 0,15% sera instauré sur les revenus des retraités imposables et les cotisations d'assurance maladie des artisans, commerçants et professions libérales seront relevées. Des mesures controversées que le gouvernement veut équilibrer. Je voudrais indiquer qu'en matière de santé, des mesures d'économie à hauteur de 2,4 milliards euros, 2,4 milliards d'euros vont être réalisées par l'assurance maladie. Un gros effort sera demandé à l'industrie pharmaceutique via des baisses du prix des médicaments. Garantie du ministre du Budget Jérôme Cahuzac, il n'y aura aucune mesure de déremboursement. Grâce à ces nouvelles dispositions, le gouvernement table sur un déficit du régime général de la sécurité sociale de 11,4 milliards d'euros en 2013. Alors Nicolas Dupont-Aignan, on imagine, vous êtes à la place de Marisol Touraine. Bière, tabac, vous souscrivez? Je refuse. Vous appliquez la même méthode? Mais écoutez, ça fait 20 ans que je vois ça. 20 ans que je vois ça, et vous aussi depuis des années. Toujours les mêmes cirques. Ça n'a aucun sens. Pourquoi il y a déficit de la sécurité sociale? Parce que principalement, nous avons perdu 1 million d'emplois industriels qui ne cotisent plus. Donc il faudrait peut-être un jour se poser la question de cette fuite de l'activité. Donc c'est de nouveau les mais c'est un problème. c'est ça le patriotisme économique. Mais bien évidemment, est-ce que vous comprenez qu'on est en concurrence avec des esclaves? Est-ce que vous comprenez que si on continue comme ça, il n'y aura plus un emploi? Mais oui, mais moi je refuse cette mondialisation inhumaine qui est le moins-disant. Mais je fais ce que font tous les pays du monde, ce qu'a fait l'Argentine. Pas en Europe, c'est vrai que les Européens sont les... Et pourquoi on ne changerait pas? Donc il faut sortir de l'Europe. Mais il ne faut pas sortir de l'Europe, on est en Europe, on est au cœur de l'Europe. Il faut changer de politique. Mais sinon, soyez cohérents. Il faut que les gouvernements, Mme Touraine, elle devrait dire aux Français la vérité. Je ne veux pas mettre de barrières protectionnistes, donc vous allez avoir le niveau de vie des Chinois dans 10 ans. C'est-à-dire un SMIC à 300 euros. Voilà ce qui va arriver. Je veux dire, vous ne pouvez... Mais en attendant, soit on décide de protéger notre économie, comme le fait la Corée, comme le fait l'Argentine, le Brésil et même les États-Unis, comme le fait la Chine, soit on passera notre vie à abaisser le niveau de vie de nos concitoyens pour arriver à des situations inadmissibles. C'est tout. Alors, certes, il y a des économies à faire, mais ce n'est pas là les économies à faire au lieu de mettre des taxes plus. Supprimons l'AME, parce qu'il n'est pas normal qu'un étranger irrégulier, il est inadmissible qu'on soit passé de 70 millions d'euros de dépenses à 600 millions pour soigner des gens qui violent les lois de la République. Qu'il y ait des dispensaires, j'ai proposé, pour que bien évidemment on est humain, des étrangers en situation irrégulière puissent se faire vacciner et être soignés, je ne suis pas contre, mais qu'on arrête ce flot. Deuxièmement, qu'on réduise les 10 milliards. Déficit de la sécurité sociale, c'est ce qu'on donne à Bruxelles et qu'on ne retrouve pas. Le déficit avec Bruxelles, c'est 10 milliards. Ben moi, je ne vois pas pourquoi je donnerais 10 milliards d'euros, les Français, pour des pays qui nous font concurrence et vers lesquels on délocalise. Et en attendant, sur les retraites, vous faites comment? Mais, pardonnez-moi, si déjà, vous prenez ces 10 milliards que vous donnez à Bruxelles pour rien, c'est-à-dire que vous donnez 10 milliards... Vous savez bien que ça n'arrivera jamais. Mais pourquoi ça n'arrivera jamais? Mais attendez, excusez-moi. Quand le peuple français va décider de mettre fin à cette politique injuste qui consiste à tondre les Français pour donner de l'argent à l'extérieur du pays, il y aura peut-être enfin, on remettra en ordre nos finances. Quand on empruntera à 0% à la Banque de France pour investir en France, comme le faisait le général de Gaulle, au lieu de payer des banques privées, car avec l'euro, vous savez qu'on paye des intérêts d'emprunt pour les investissements publics. Quand on se protégera de la concurrence déloyale, Nicolas Dupont-Aignan, juste un mot. Vous verrez que nos comptes seront équilibrés. Parce qu'il y a quand même une taxe qui crée la polémique dans ce budget de la sécurité sociale. Une taxe de 0,15% sur les retraites, les pensions des retraités pour 2013. Est-ce que c'est pas normal que les retraités, ils financent le dossier de la dépendance? Moi, je vais vous dire une chose. Les retraités, à l'exception de très hauts revenus, ils ont une vie difficile. Et on fait croire que les retraités seraient des nantis. Il ne faut vraiment pas voir le terrain. Les retraités français, ils ont des petites retraites. Et on est en train maintenant de commencer à les tondre. Eh bien, j'espère qu'ils se révolteront. De toute façon, cette politique est condamnée.
C'est les derniers soubresauts d'un système qui va disparaître. Simplement, moi, ce que je veux, c'est proposer aux Français une alternative politique sérieuse. Parce qu'on peut changer de politique, avoir des comptes équilibrés et remettre d'aplomb le pays. Alors Voilà. on va avancer, on va passer au jeudi avec la fronde des maires de droite contre le mariage pour tous. Les maires hostiles à ce projet de loi qui sera présenté dans 3 semaines en Conseil des ministres se font entendre. Ils sont majoritairement de droite et refusent de célébrer le mariage en mairie. Ils demanderont même à leur adjoint de les remplacer pour l'occasion. Alors pourquoi cette fronde des maires? Les explications de Cécile Sexou. Ils disent non, 1 millier de maires de droite mais aussi de gauche refuseront d'unir des couples de même sexe si la loi sur le mariage homosexuel est adoptée. Jean Bizet, maire de Tilleul dans la Manche, fait partie des frondeurs. Le projet est trop éloigné de ses convictions, alors même si la loi l'y oblige, il ne célébrera pas d'union. Moi, j'exercerai d'une manière ou d'une autre mon droit de retrait. Je serai complètement hors la loi et je l'assumerai d'une façon ou d'une autre, mais je refuserai. Effectivement, un maire n'a pas le droit de refuser d'unir 2 personnes, sauf en cas de polygamie, de mariage blanc ou encore si l'un des 2 époux n'a pas de papier conforme. D'autres élus pourtant opposés au projet sont résignés à s'y soumettre. Je pense qu'il faut être très prudent parce que, encore une fois, le maire n'est pas simplement le représentant de la collectivité, il est le représentant de l'État et donc il est chargé d'appliquer la loi. Et la loi, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, malheureusement, on est quand même tenu par un certain nombre de règles. Pour éviter de célébrer ces unions, les maires pourront toujours trouver des alternatives, comme demander à leurs adjoints, mais à force de refus, ils risquent des sanctions. Je serai de ceux qui pourraient aussi saisir le préfet pour que la loi républicaine soit appliquée en tout point du territoire. La loi est la loi, tout le monde doit la respecter, encore plus un premier magistrat dans sa ville. Les maires soucieux d'appliquer la loi, c'est en tout cas ce qu'espère le gouvernement qui examinera le projet le 31 octobre prochain. Alors vous, maire d'hier en Essonne, est-ce que vous célébrerez ou pas le mariage? Moi, je respecterai la loi. Parce que je suis républicain, je suis parlementaire, et j'estime que je n'ai pas à rentrer là-dedans, sinon c'est sans fin. Sans fin. Pour autant, pourquoi le gouvernement divise les Français comme ça? En vérité, je crois que les socialistes s'étant majoritairement couchés... en faveur pour le mariage homosexuel. Attendez, ne mélangeons pas tout. Si. C'est pas les sondages qui gouvernent. Faisons un référendum. Vous êtes pour le référendum sur cette question? Non, je dis à madame, elle me dit les Français sont pour. Après un référendum, vous pourrez dire ils sont pour. Donc, aujourd'hui, personne ne peut le dire. Pas obligatoirement. Ce que je veux dire, c'est les Français, aujourd'hui, affrontent la misère. Il faut voir ce qui se passe dans le pays. L'école de la République a abandonné certains critères. L'insécurité l'emporte. Et le gouvernement, refusant en fait d'avoir des résultats sur ces thèmes, appliquant la politique au fil de l'eau, se raccrochent, les députés socialistes, sénateurs, se raccrochent à des emblèmes. Ils croient être modernes. Ils vont diviser profondément les Français. Moi, j'avais proposé en son temps. C'est ce qu'on avait dit lors du débat sur le PAX. Au final, on se rend compte que le PAX est rentré dans les mœurs. Peut-être, mais moi, j'avais proposé en son temps, permettez qu'on puisse penser différemment. J'avais proposé en son temps l'union ou l'alliance, qui était une formule solennelle, parce que quand 2 êtres s'aiment, même de même sexe, ils ont le droit d'affirmer leur amour, en mairie, mais qui n'était pas le mariage. Et ça, les Français étaient prêts, il y avait un consensus national là-dessus. Mais là, ce qui est très grave dans le projet de loi, qui est pour moi en termes de conscience impossible, c'est l'adoption. On dit mariage pour tous, mais surtout là, on va passer du droit de l'enfant au droit à l'enfant. Or, un enfant, c'est pas un canari, un chat, un chien. Il n'y a pas de droit à l'enfant. Et ce qui choque beaucoup nos compatriotes, on le voit, là, si vous parlez des sondages, on le voit partout, c'est que l'idée que 2 personnes de même sexe vivent ensemble et solennisent leur union, c'est... Bon. Mais l'adoption, entraînée par le mot mariage, est inacceptable. Et en tout cas, je suis certain qu'il n'y a pas de consensus dans le pays là-dessus. Et voilà pourquoi vous avez des maires qui, légitimement, ont des réactions de conscience. Donc vous comprenez et je comprends les maires. Je les comprends. Et je regrette que le gouvernement, parce qu'il échoue dans le domaine économique et social, qui est la vraie priorité du pays, parce que c'est ça la vraie priorité du pays, serve de ces mesures pour faire une sorte de marqueur, soi-disant de modernité, un peu
paix là-dessus, ça serait pas mal. Nicolas Et Dupont-Aignan. chacun respecte les consciences des uns et des autres. On va parler d'un autre parti qui n'est pas évidemment de votre bord, celui du Parti Socialiste, qui tiendra son congrès dans une quinzaine de jours. Eh bien, il y avait des votes en ce jeudi pour ce qu'on appelle les motions, pour élire le futur secrétaire, le premier secrétaire du parti. Sachez que la motion d'Harlem Désir a réuni 68% des voix. La motion de l'aile gauche du PS, la motion 3, 13,14. Et la surprise, eh bien, elle est venue de la motion de Stéphane Hessel. Vous vous rappelez évidemment de ce best-seller Indignez-vous qui obtient 11,9% des voix. Là aussi, vous pensez qu'il y a une fronde au Parti Socialiste? Les nonistes prennent le pouvoir? Il y a heureusement dans notre pays des millions de Français qui sont au Parti Socialiste, à l'UMP, au Front National, au Front de Gauche, à Debout la République, qui ont compris que ce petit système était fini, qu'il fallait autre chose pour le pays et qui résistent. Comme il y a eu des résistants dans toute notre histoire. Et moi, c'est ces résistants que j'appelle à nous rejoindre. Hommage aux résistants du Parti Socialiste, Oui, c'est ça que vous dites aujourd'hui. oui. Mais écoutez, quand j'entends Madame Lienemann, je me dis, heureusement, elle sauve l'honneur de ce parti, qui s'est fait élire sur la croissance, sur des promesses, et qui a tout trahi déjà au bout de 4 mois. Je suis content de vous entendre. Mais on va reconstruire la France. Moi, je veux dire aux Français qui nous regardent, on peut faire autrement. Il n'y a aucune fatalité, mais il va falloir faire un grand ménage. Et j'aimerais pas que ça se fasse dans la violence. J'aimerais que ça se fasse dans le calme. Allez, pour finir, voici le revenant de la semaine. Revoici Nicolas Sarkozy, mais dans les habits de conférencier. Cette fois, 5 mois après son départ de l'Élysée, l'ancien président était invité par une banque brésilienne à New York pour s'exprimer sur l'économie. 45 minutes d'intervention, durant lesquelles Nicolas Sarkozy est apparu détendu. « Je n'ai jamais eu de vacances aussi longues de ma vie », a-t-il dit. Et le pire, c'est que je suis heureux de cette situation. Voilà ce qu'a dit l'ancien président de la République. Alors Nicolas Sarkozy, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il peut revenir selon vous? Mais écoutez, c'est une construction habile. Maintenant, moi je lui souhaite de passer 5 ans heureux. Et puis je crois que les Français veulent tourner la page profondément, pas par rapport à la personne obligatoirement, par rapport au système et à la politique menée. Et ça vaut autant pour Nicolas Sarkozy que pour beaucoup d'autres. Voilà, dans le jeu politique contraint qu'on nous impose toute la journée, Nicolas Sarkozy ne démérite pas, loin de là. C'est une personnalité forte. Mais je pense qu'il a échoué. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un fossé, un abîme entre ce qu'il a fait croire aux Français en 2007 et ce qu'il a fait réellement. Et que ce n'est pas la question du retour qui se pose. C'est la question, est-ce qu'on est capable de bâtir une autre politique pour sauver notre pays, pour lui l'empêcher de cette marginalisation terrible dans la mondialisation. Et pour ça, il faut rompre. Il faut rompre avec cette Europe-là. Il faut rompre avec la mondialisation. Il faut retrouver nos forces. Pour rester juste... Donc c'est pas Nicolas Sarkozy ou un autre. Vous le connaissez un petit peu, en tout cas, vous étiez à l'UMP à l'époque. Oui, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Sincèrement, au fond, vous pensez qu'il revient ou pas? Je pense qu'il a envie de revenir. Mais je pense qu'il n'a pas compris le sens de sa défaite. Comme M. Hérault, M. Hollande, en menant la politique qu'ils mènent depuis 3 mois, n'ont pas compris qu'ils menaient le pays à la ruine. Et je pense que tous ces hommes politiques sont prisonniers de ce qu'ils ont fait depuis 20 ans. Et la situation, ils n'ont pas compris que ce sont les décisions qu'ils ont prises depuis 20 ans, notamment les fameux traités d'abandon, qui expliquent pourquoi la France n'arrive plus à s'en sortir. Et je crois qu'il faut reprendre complètement à la base la politique française. Et qu'on va le faire. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Voilà, et merci en tout cas à vous de nous avoir suivis. Merci de votre invitation. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires, bien sûr.